FM. Le Grand Direct. L'invité en studio de ce jeudi matin, il est déjà avec moi, professeur Emmanuel Anevi Mensan, bonjour. Bonjour. Avec vous, on parle politique, vous êtes analyste politique, enseignant à l'université de Parakou ici. La situation qui prévaut aujourd'hui au niveau de notre pays, on parle du climat socio-politique très tendu. Je ne vais plus rappeler tout ce que vous savez, vous suivez de très près. D'ailleurs, il y a une démarche qui est entamée, une option qui est engagée, notamment une médiation. Et cette rencontre qui est annoncée depuis hier, est-ce que véritablement, parce qu'en politique, quand il y a crise, vous enseignez à vos étudiants qu'on part à des moments donnés par la médiation pour régler des problèmes, est-ce que nous sommes sur la bonne voie si réellement on veut régler cette crise et apaiser le climat social actuel au niveau de notre pays? Je vous remercie. Il me semble que c'est beaucoup plus une annonce, quoi. Parce que les préalables ne sont pas posés, ne sont pas réunis. Est-ce que ceux qui veulent discuter, dialoguer, apaiser, reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs? Parce que ça, c'est un préalable. Est-ce que ce qui a conduit à la situation actuelle, est-ce qu'ils sentent qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de la nation et du pays? Sans ça, je crois que... Est-ce qu'ils sont dans une démarche même nationale? Je crois que c'est beaucoup plus un problème inter-individuel. Il y a beaucoup plus de l'intersubjectivité, quoi. C'est-à-dire, je reproche quelque chose à celui-ci, j'ai la possibilité de lui rendre. Je crois qu'on est encore dans cette logique-là, quoi. On n'est pas encore au niveau de l'État, quoi. On est encore au niveau du singulier, du particulier, quoi. Or, au niveau de l'État, le général doit être pris en compte en même temps que le particulier puisse tirer son épingle du jeu. Ah oui, parce que la situation est d'envergure nationale. Ce n'est pas qu'une région, ou ce n'est pas qu'une seule personnalité ou bien un individu. Non. C'est ça. Ah, d'accord. Alors, les bases dont vous parlez, qu'est-ce qui devait être fait? Quels sont les pas essentiels à franchir ou bien à poser pour qu'on puisse espérer réellement que le processus de médiation ou bien de réconciliation ou bien d'apaisement du climat puisse aboutir? Et je pense d'abord qu'il faut reconnaître que avec la démocratie, on a beaucoup plus de chances d'avancer, de nous développer plus vite. Il faut le savoir. Deuxièmement, il faut que les deux acteurs politiques et beaucoup d'autres encore, je veux parler du président Yahya Boni et du président Talon, se pardonnent. Ils l'ont déjà fait en 2016, notamment en Côte d'Ivoire. C'est du bout des lèvres. Dans les faits, et ils ne se sont pas réellement pardonnés. Et ce que nous craignons le plus, c'est que ça soit un cycle infernal, quoi. C'est-à-dire, quand l'autre sera dans une situation de force, il va chercher encore à marquer des coups, et en ce moment-là, nous allons vers la destruction du pays. Mais il n'y a pas que ces deux acteurs-là. Parce que nous sommes des analystes politiques et d'un point de vue scientifique, nous nous efforçons de ne pas être engagés. Qui sont ceux qui les soutiennent? Alors nous sommes en train de faire une étude pour identifier ceux qui soutiennent. Ah, donc les rapports de force ici sont liés aussi au soutien qu'on a de part et d'autre. Et qui sont ceux qui soutiennent? Ceux qui soutiennent aujourd'hui, certains étaient ceux qui soutenaient l'autre. Et pourquoi ils soutiennent? Donc, il faut s'interroger. Et ceux-là qui soutiennent, ce sont des élites aussi, qui sont au pouvoir depuis longtemps et qui veulent être toujours du côté de ceux qui gagnent. Il y a des gens qui ne veulent jamais rester dans l'opposition et ils veulent toujours être du côté de ceux qui gagnent. Et qui reprochent souvent à celui qui n'est pas au pouvoir de les avoir écartés, quoi. Et ils veulent chaque fois rendre les monnaies. Donc il y a le non-renouvellement des élites politiques qui pose problème
dans le pays. Parce que c'est incroyable que des gens à plus de 80 ans estiment encore qu'ils ont un grand rôle politique à jouer, alors qu'ils n'ont plus l'énergie et la force nécessaire. Il est temps qu'ils quand même passent la main aux plus jeunes. Donc nous sommes dans cette situation-là. Un autre élément, c'est que nous avons quand même mis en berne notre démocratie. Nous étions un modèle. Oui. Et c'est quelqu'un qui a pris cette responsabilité-là. C'est une responsabilité lourde. Maintenant, ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas une idéologie qui soutient cette mise en berne, parce que la démocratie est mise en parenthèse. Est-ce qu'on va vers la dictature? Quel autre régime on va vers quel autre régime? On ne sait pas. S'il y a une n'est pas souhaitable. S'il y a une idéologie qui soutenait cela, bon, on peut voir, on peut dire que bon, nous voulons expérimenter autre chose. Il n'y a pas ça. La réforme du système partisan, c'est ça qui a conduit à tout ça. On a voté des textes, des lois, et cette élection que vous connaissez, les législatives, c'est ça qui est à la base de tout ce que nous... Il n'y a pas que le système, la charte des partis, hein. Il y a eu une série de lois qui ont été votées, qui ont été jugées conformes à la Constitution, qui ont été promulguées. Et après, on s'aperçoit qu'il y a des faiblesses, hein, que ces lois-là comportent des faiblesses. Et ce sont ces faiblesses-là qui ont permis à certains acteurs politiques de prendre des décisions en fonction de la position politique qu'ils occupent. Et ce sont ces lois qui ont conduit maintenant à des élections que certains appellent non inclusives et qui créent des frustrations dans le pays. À cela, les difficultés économiques du pays, les réformes qui échouent. Si nous prenons la ville de Parakou, par exemple, le déguerpissement. Ouais, vous allez devant la mairie maintenant, tout le monde est réinstallé encore. C'est comme si le gouvernement n'avait rien fait. Il y a un autre aspect, le cimetière. Hein, on refait, on entasse et on enterre à nouveau, mais des gens. Alors que l'eau qui passe par là, l'eau va dans la nappe phréative. C'est une politique locale, politique publique locale très importante et on doit consulter la population avant de faire cela. Il y a la question des émigrants. Ici même, vous les journalistes, vous avez pris fait et cause pour le maire. Et pourquoi? Donc ça là, nous analysons les politiques publiques locales. Nous voyons que déjà à Parakou, il y a des problèmes. Mais le maire a fait aussi des choses. Hein. On a eu des voix, bon, il y a eu des tentatives, mais on a l'impression que tout ça là n'est pas bien élaboré, suivi et amélioré pour que nous nous inscrivons durablement dans un cycle de développement. C'est le problème. Et de plus en plus, l'État s'affaiblit. Quand je dis que l'État s'affaiblit, c'est qu'il y a des gens qui se soulèvent à des endroits donnés. Et le gouvernement est obligé d'envoyer des troupes pour mettre de l'ordre. De l'ordre. Et il y a des blessés, il y a des victimes. Vous voyez, non? Donc, au lieu de nous consacrer au développement, nous en sommes là alors que nous n'arrivons pas à contrôler nos frontières. Par rapport à toutes ces situations, notamment l'aspect politique, parlant de ces élections, le chef de l'État a fait une adresse, je crois, le 20 mai dernier. Il a parlé d'une main tendue, de l'ouverture très prochaine d'un dialogue politique national et tout ça. Est-ce que ce n'est pas également une manière de reconnaître peut-être les limites, les failles de ces réformes et de vouloir corriger ou bien de tirer les leçons de ces élections et corriger le tir maintenant? Oui, ce sont des annonces. Quand vous voulez engager un dialogue... C'est toujours sur effet d'annonce. Oui, il faut mobiliser les élites. Nous avons des universités, il y a des spécialistes dans ces domaines-là. Vous les convoquez et vous leur demandez d'élaborer un programme de dialogue pour faire revenir la paix dans le pays. On ne reste pas là seulement avec ceux qui vous ont soutenu. Si c'est seulement ceux qui vous ont soutenu, ils vont vouloir sauvegarder l'opposition, ils vont vouloir sauvegarder leur position de pouvoir et continuer de tirer avantage que leur procure ces positions de pouvoir. Donc, c'est toujours un camp. Donc, on n'est pas encore dans une logique d'un dialogue authentique.
N'est-ce pas? Si vous voulez, je vais discuter avec des gens. J'ai constitué une équipe de spécialistes de la question. Voilà pourquoi les gens se soulèvent. Voilà pourquoi l'opposition n'est pas contente, etc. On dialogue, on recense d'abord. Les préoccupations. Voilà. Et on engage les discussions. On voit qu'est-ce que vous voulez en face. Il y a ce travail préalable-là qu'on fait en sourdine avant d'appeler les médias. Vous pensez que ce n'est pas fait, c'est ça? C'est pas encore fait. Le chef de l'État autour de lui, il y a des conseillers, il y a des technocrates, il y a des politiques également. Oui, ces conseillers-là, est-ce que c'est seulement ceux qui l'ont soutenu ou bien ce sont des gens indépendants, des intellectuels comme moi qui sont dans les universités? Parce que chaque mois, le gouvernement paie des salaires aux universitaires et quand le pays est en crise, il faut bien solliciter ces universitaires-là pour qu'ils apportent leurs solutions indépendamment de leur position politique ou bien des soupçons qu'on a sur eux d'appartenir à tel camp ou à tel autre camp. D'accord. Dans cette situation de crise, notamment liée au cas des tensions, des violences enregistrées les semaines écoulées, notamment à Tchaourou ici, il y a une rencontre qui est annoncée au palais avec les cadres natifs de cette localité. Comment est-ce que vous entrevoyez déjà l'issue de cette, parce qu'il y a des conditions qui ont été posées. On a entamé ce qu'on appelle une séance de médiation. Pour vous, c'est effet d'annonce, mais avec ce qui a annoncé cette rencontre prévue, reportée pour aujourd'hui, est-ce qu'à ce niveau, il pourrait y avoir des décisions fortes pour soulager d'une manière ou d'une autre les partis en crise? Il n'y aura pas de solution durable. Pourquoi? Peut-être il y aura quelques concessions, ils vont libérer des gens, etc. Mais après quelques mois encore, et des insatisfaits vont encore me rebondir. Tchaourou, c'est dans le Bénin. Si nous disons que moi je suis à Parakou, mais je suis du Mono là-bas et j'enseigne à Parakou depuis 15 ans. J'ai laissé mon département. Pourquoi quand on veut régler les problèmes de Tchaourou, c'est nécessairement les enfants de Tchaourou? C'est que nous ne nous inscrivons pas encore dans une logique nationale. Nous ne sommes pas encore élevés au niveau de l'État. Mais du général, d'autres peuvent venir, qui ne sont pas de Tchaourou, au nom de ce qui nous unit, le Donc, Bénin. scientifiquement ou politiquement, vous aurez souhaité qu'il y ait plus une ouverture, en fait, parlant de cette séance, une ouverture à des élites ou à bien d'autres personnalités, d'autres cadres du pays, pour se pencher sur la question. Parce que chacun, même si je suis de l'OME, je peux avoir une orientation, une approche positive pour sortir. Absolument. D'autant plus que la crise à Tchaourou se régionalise. C'est les Nago qui veut le soutien des gens de Banté, des gens de Savè et du plateau. Donc il y a une tentative de régionaliser, de faire du régionalisme. Et ça là, ça met à mal la nation et l'État. Donc si les Nago se retrouvent entre eux, et après, ils vont dire que ce sont les fonds. Et ce sont les fonds, c'est tous ceux qui sont au sud. Ils ne font pas la différence entre le fond et le mina ou je ne sais pas quoi. Et là, nous revenons à l'éternelle question nord-sud. Or, nous avons consenti beaucoup d'efforts ces 30 dernières années pour aller. Mais pour bâtir, nous avons une presse, nous avons beaucoup de journalistes. Maintenant, qu'il n'y en avait avant 1990, avant la conférence nationale. Nous avons beaucoup d'équipes de football. Nous avons beaucoup d'artistes, des écrivains. Donc tout ce qui est lié à la liberté, qu'on ne voit pas, qui est symbolique, contribue immensément à la construction, au développement d'un pays. Donc la liberté est chère. Donc il faut travailler à la liberté, à la promotion de la liberté. Alors, en tant que scientifique, tel que vous le dites, est-ce que vous faites des propositions réelles? Pourquoi on ne vous entend pas sur ces questions spécifiques, ces aspects que vous abordez? Depuis cette crise, on n'a pas senti un collège d'universitaires où vous dirigez, je crois, une structure, une organisation par rapport à celles qui réfléchit sur ces genres de situations. Vous ne sortez pas pour qu'on puisse vous entendre, donner des orientations pour que le gouvernement, le chef de l'État puisse prendre certains aspects. Comment vous pouvez imaginer? On ne les a pas vus venir. Le président Talon, quand il avait eu des problèmes avec le président Yahi Boni, une grande partie de la population a pris fait et cause pour lui.
On ne pouvait pas imaginer, oui, qui se lance dans cette logique-là. Et il est soutenu par des élites. Abraham Zizinokwe, qui a écrit sur la démocratie, Amoussou Bruno, Maturé Nago, ce sont des élites de haut niveau. C'est pourquoi je vous disais, nous devons nous interroger, parce que nous faisons les comportements politiques. Nous devons nous interroger pour savoir pourquoi ces élites-là se rangent du côté du président et ne critiquent pas. C'est tellement qu'ils ont été frustrés par le régime de Yahya Boni. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les responsabilités sont partagées. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut se référer aux erreurs, à la gouvernance du président Yahya Boni. Mais pour construire un pays, est-ce qu'on doit se lancer éperdument dans la loi du talion? Non, à un moment donné, il faut pardonner. Ouais, moi, ça fait longtemps que je travaille. Je n'ai encore occupé aucun poste politique. Je n'ai que mon salaire. Et pourtant, j'ai formé beaucoup d'étudiants à Parakou. Est-ce qu'il faut nécessairement occuper un poste politique avant de contribuer au développement de son pays? Donc, à vous entendre, c'est que l'issue favorable de tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas... Nous ne sommes pas encore sur le bon chemin en quelque sorte. Non, il faut, comme Yahya Boni a fait 10 ans, ceux qui sont restés dans l'opposition pendant 10 ans, ils vont soutenir le président Talon pour qu'il fasse 10 ans ou plus. Où est-ce qu'on va avec ça? On est dans l'insécurité. Si la démocratie est mise en berne, on peut faire un coup d'État. Celui qui est fort, il va faire des alliances médiocres et venir semer la guerre civile. Si on aime vraiment son pays, si on sait qu'on a des petits frères, si on sait que soi-même, par exemple moi, il a fallu 30 ans, 40 ans pour me bâtir. Et ce sont des instituteurs depuis le primaire, des professeurs secondaires et à l'université qui m'ont formé. Donc j'ai un devoir vis-à-vis de la nation. Au nom de mes intérêts personnels, je ne peux pas faire n'importe quoi. À des moments donnés, je dois penser à ce que le Bénin sera demain quand moi je ne serai pas là. D'accord. Professeur Alain Vie, on vous a compris. Vivement que vos orientations soient prises en compte et vivement ces sorties qu'on attend également de vous, notamment les scientifiques, les analystes politiques, pour réellement opiner, apporter des critiques objectives et donner des orientations pour qu'on puisse réellement sortir de ces genres de situations. Vous permettez que je dise quelque chose rapidement. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils soutiennent le gouvernement. Quand vous expliquez quelque chose, ils le comprennent de travers, ils disent que vous êtes dans l'opposition. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a des politiques eux-mêmes qui se réajustent, qui ne voient pas des aspects, des décisions ou des positions qu'ils prennent. Et quand nous faisons ces remarques-là, ils se réajustent vis-à-vis auprès du président pour dire non, on a pensé à ça là. Vous êtes souvent étiqueté. Oui, donc c'est un peu difficile de mener une vie intellectuelle actuellement au Bénin. C'est bon, on vous a quand même compris et merci en tout cas pour votre disponibilité. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance.